Et on reparle de cette COP 21 dans le journal de l'économie avec vous, Georges Lédric, bonjour. Bonjour Hélène. On va s'intéresser à la responsabilité des pays riches dans les émissions mondiales de CO2. Oui, c'est un sujet qui cristallise les tensions entre les pays du Nord et les pays du Sud. Aujourd'hui, l'ONG Oxfam publie un rapport très instructif sur le sujet. D'après l'ONG, les 10% les plus riches génèrent environ 50% des émissions de CO2 dans le monde. Dans le détail, Oxfam estime que les 1% les plus riches génèrent 175 fois plus de CO2 que les 10% les plus pauvres. Un Américain moyen, par exemple, faisant partie des 50% les plus pauvres, génère 20 fois plus de CO2 que son équivalent en Inde. Un rapport qui conclut sur la responsabilité des pays riches en matière de réchauffement climatique au moment où les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont discutés à Paris. Les plus riches demandent aux pays les plus pauvres d'être plus ambitieux, qui en retour demandent davantage de solidarité et donc davantage d'argent. L'autre sujet qui sera au cœur des discussions en Bourget, c'est celui des investissements privés dans les énergies polluantes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces investissements, ils diminuent enfin entre les subventions dont bénéficient les énergies renouvelables et les attentes des consommateurs. Investir dans les énergies polluantes devient de moins en moins rentable, en particulier pour la plus polluante de toutes, le charbon. Regardez. Et si la fin du charbon était déjà sur les rails? C'est le signal envoyé par de nombreuses entreprises. En quelques mois à peine, banques, assurances, fonds souverains, grandes entreprises ont décidé de se désengager progressivement du charbon. AXA, par exemple, a annoncé la vente de ses participations dans les sociétés liées à cette énergie fossile. EDF n'investira plus dans de nouveaux projets de centrales à charbon. Ça commence à être la fin du financement du charbon. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on va peut-être s'arrêter de produire l'une des énergies les plus nuisibles au climat parce que les financiers seront partis en courant. Ce qui est en train de se passer, c'est que le modèle financier du charbon s'effondre. Trop cher à produire, trop cher à mettre aux normes, le charbon est de moins en moins rentable. L'an dernier, pour la première fois en 200 ans d'exploitation, la production mondiale a reculé, moins 0,7%. Certains analystes estiment que le pic de production a été atteint en 2013. Même la Chine, premier producteur et premier consommateur de charbon au monde, investit massivement dans les énergies renouvelables. Pour autant, 40% de l'électricité mondiale est encore produite grâce au charbon. On reste massivement dépendant du charbon, qui est l'une des énergies les plus sales au monde, les plus émettrices de gaz à effet de serre, et donc l'un des principaux responsables, sinon le premier responsable, du réchauffement climatique. Aujourd'hui, 40% des émissions de CO2 proviennent de l'exploitation du charbon. On regarde maintenant la tendance sur les marchés financiers. Ces dernières semaines sont plutôt calmes et la séance du jour ne déroge pas à l'habitude, sauf à Shanghai, bien évidemment, plus 2,33%. Ce fort bond de la bourse de Shanghai, toujours un petit peu déconnecté des autres places financières. Globalement, les investisseurs attendent surtout les décisions des grandes banques centrales, à commencer par celle de la Banque centrale européenne. Ce sera demain lors de la conférence mensuelle de la BCE. On suivra ça avec attention et en attendant les bourses européennes qui sont attendues en légère hausse tout à l'heure d'ici environ 45 minutes. On regarde maintenant l'actualité des entreprises en bref et en images. D'abord, les ventes de véhicules Volkswagen qui chutent aux États-Unis. Et moins 25% en novembre, un signe que les consommateurs américains se détournent massivement du constructeur allemand suite au scandale. Dans le même temps, les autres marques réalisent un mois exceptionnel. Les ventes devraient dépasser le record de 2001. 17 350 000 véhicules avaient été vendus. Et puis en Allemagne, le groupe énergétique RWE va se scinder en deux. Les activités polluantes seront séparées des énergies renouvelables qui seront ensuite cotées en bourse à hauteur de 10%. Objectif, financer la sortie du nucléaire et la transition vers des énergies propres. Et enfin aux États-Unis, Yahoo réfléchit à son avenir. Le conseil d'administration doit se prononcer sur la vente d'une grande partie de ses activités Internet, comme sa messagerie et son portail d'information, pas assez rentable. Yahoo peine encore à augmenter ses revenus publicitaires. La vente de son immense participation dans Alibaba sera également débattue. Toujours aux États-Unis, l'entreprise dont on parle le plus en ce moment, c'est Facebook. Et son PDG, Mark Zuckerberg, a annoncé qu'il allait céder une grande partie de son immense fortune. La mise en scène de l'annonce n'a pas été laissée au hasard. Mark Zuckerberg et sa femme ont publié sur Facebook une lettre adressée à leur fille, née la semaine dernière. Les explications de Florence Gaillard. Une photo des parents Zuckerberg avec leur nouveau-né et une lettre qui lui est adressée, mais ouverte au public. Dans ce message, le couple en or annonce créer une œuvre de charité
la Chan Zuckerberg Initiative. Sa mission, promouvoir le potentiel humain et l'égalité entre les enfants de la prochaine génération. Pour la financer, le président de Facebook promet de léguer 99% de ses actions, d'une valeur de 45 milliards de dollars. Un don qui doit se faire progressivement, puisqu'il ne vendra pas plus d'1 milliard de dollars d'actions par an dans les 3 prochaines années. Il entend aussi garder la majorité des droits de vote de l'entreprise qu'il a créée en Californie. Il donne 99% de ses actions. Je suis sûr que les 1% restants seront largement suffisants pour ses enfants. Transmettre à la prochaine génération, c'est léguer un héritage. Mais si vous n'êtes pas sûr de l'avenir, pourquoi ne pas utiliser l'argent pour améliorer le monde d'aujourd'hui? La philanthropie est à la mode aux États-Unis. Bill Gates, Warren Buffett et Michael Bloomberg ont initié The Giving Pledge, une structure qui incite les milliardaires du monde entier à léguer la moitié de leur fortune à des œuvres de charité. Où va cet argent? Que va-t-on en faire? Ce n'est pas clair, mais je pense que les gens font des déclarations sur ce qu'ils prévoient de faire comme Bill Gates l'a fait et comme tant d'autres personnes riches dans le monde. Il n'y avait pas de fondation il y a 10 ans en Russie ou en Chine, et maintenant il y en a beaucoup parce que la philanthropie devient une obligation quand on est riche. Mark Zuckerberg a déjà fait don d'1,6 milliard de dollars à des organismes pour l'éducation, la santé et la protection de l'environnement, principalement basés sur le continent américain. Alors, comme vous en doutez, et là, l'initiative a fait beaucoup de bruit. Et il est bien évidemment quasiment impossible de la critiquer, mais elle pose tout de même certaines questions. Tout d'abord, la façon dont elle a été mise en scène, ça relève un petit peu d'un exercice de communication. Bien évidemment, la marque Facebook va aussi en bénéficier. Elle relance aussi indirectement le sujet de la fiscalité pour une entreprise qui évite de manière quasi systématique de payer des impôts dans les différents pays dans lesquels elle est présente. Et enfin, la destination exacte des fonds qui est encore floue, même si Mark Zuckerberg a expliqué qu'il allait surtout financer des actions qui permettent d'améliorer le potentiel humain et de réduire les inégalités dans le monde. Au-delà des sommes considérables qui seront léguées, ce qui est crucial dans cette initiative, c'est qu'elle rend la philanthropie de plus en plus populaire, voire de plus en plus cool. Quand c'est quelqu'un comme Mark Zuckerberg qui s'y met, elle pourrait donc déclencher beaucoup d'autres donations de ce genre, en tout cas on l'espère. Effectivement, merci beaucoup Georges pour ce journal de l'économie.